J'ai passé ces dernières années à explorer des lieux abandonnés par centaines. Maisons, églises, châteaux, villages, tout y est passé. Pendant tout ce temps, il ne m'est jamais rien arrivé d'étrange, mais il y a peu, j'ai été témoin de phénomènes vraiment intrigants. Qui vient de s'activer. À la base, je ne suis qu'un passionné d'histoire et d'exploration, mais ma curiosité m'a poussé à enquêter dans ce domaine qui m'était inconnu. Et malgré mon grand scepticisme, je dois avouer que j'ai fait face à des choses qui sont aujourd'hui inexpliquées. Wow. Mais je reste quand même dubitatif. Après tout, le paranormal n'est peut-être qu'un ensemble de phénomènes terrestres que la science ne peut encore expliquer. Alors, pour pousser mes recherches encore plus loin, j'ai décidé de me faire littéralement enfermer dans un lieu légendaire. Un endroit à la fois historique, ayant traversé les siècles, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cet endroit est aussi réputé comme l'un des lieux les plus hantés d'Europe. Elle m'a dit qu'elle a vu une ombre passer. Et pas seulement à cause de quelques rumeurs, mais à cause de faits avérés, bel et bien réels. Des faits d'injustice, d'empoisonnement, de meurtre et même de messe noire. Bienvenue à tous, chers explorateurs, dans le fort Liberia. Avant de se rendre au fort Liberia, il faut savoir pourquoi il a été construit et la raison, eh bien, elle se trouve ici, dans le village de Villefranche de Conflans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce village, il a pris une place assez importante au XVIIe siècle, puisqu'en 1659 a lieu le très important traité des Pyrénées. Qu'est-ce qu'il dit ce traité? Eh bien, en fait, il va définir une véritable frontière, une nouvelle frontière entre la France et l'Espagne, celle des Pyrénées. Et ce village, du coup, il devient une place à protéger, puisqu'il est situé à quelques kilomètres de la frontière. Et pour la protéger, quoi de mieux qu'un fort placé tout en haut de la montagne? La particularité de ce fort, c'est que l'accès se fait par le plus long souterrain du monde. Un tunnel de plus de 700 marches, creusé dans la montagne. Heureusement, aujourd'hui, il existe un autre moyen d'y arriver, bien plus simple quand on est équipé avec plusieurs kilos de matériel. Une montée par une piste caillouteuse de quelques kilomètres, pendant laquelle nous sommes directement plongés dans l'ambiance spéciale du fort. Parce qu'il y a une dame qui est venue, elle parlait ici, elle était à la poisonneuse chez les soldats. Elle m'a dit, elle a vu une ombre passer. Je suis pas rentré dans le fond. Le fort serait-il vraiment hanté? Rien n'est moins sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'il possède une histoire passionnante. Et je vais avoir tout le temps de vous la raconter, car je vais y passer une nuit entière. Ça y est, me voici ici, tout en haut du fort Liberia. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres du village de Villefranche de Conflans. Et j'ai encore du mal un peu à réaliser. Vous l'entendez peut-être, il y a encore un peu de bruit derrière moi, puisque eh bien, il y a encore des visiteurs sur le site, mais dans quelques minutes le fort va fermer, nous serons seuls sur site, donc déjà je pourrais vous faire visiter ce lieu extraordinaire et vous raconter son histoire. Et puis ensuite ensemble, on va essayer d'aller creuser derrière ces réputations de hantise. Et bien ça y est, nous y voici. Nous sommes seuls dans le fort Liberia. On a donc ici en vue le premier niveau avec tout le chemin de ronde et notamment ces balustres qui sont faits avec du minerai qui vient de cette montagne là-bas, le Canigou. Et le minerai à l'époque, il avait la réputation de ne jamais rouiller et cette réputation elle était un peu quand même véridique puisqu'on se rend compte qu'après 3 siècles d'utilisation et sans aucune couche de peinture, eh bien c'est quand même assez intact. Et évidemment, on l'a dit, c'est un fort de guerre, hein, donc du coup, tous les chemins de ronde eh bien, sont fabriqués pour la guerre. On a ici une échauguette et en plus des échauguettes, tous les murs étaient faits pour se protéger de l'ennemi, puisque vous le voyez, il y a une différence. Ici, on a toute la pierre qui est trouvée sur place, avec notamment beaucoup de marbre rose. Mais ici, eh bien, on a de la brique. Pourquoi de la brique? Parce que les balles de l'ennemi eh bien, s'enfonçaient dedans au lieu de ricocher dessus. Passé ces escaliers, on arrive au 2e niveau du fort, avec là le château. Et ici, bien la citerne qui contenait toutes les eaux qui ruisselaient en fait, et du coup le château était complètement autonome en eau. Et en fait cette partie du fort était surélevée. Pourquoi? Eh bien pour défendre, vous voyez les systèmes de défense, eh bien ils sont partout pour défendre
bien le niveau 1 si jamais l'ennemi arrivait à rentrer à l'intérieur. Si l'allure de ce fort vous rappelle quelque chose, ce n'est pas pour rien. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait partie des 12 sites majeurs fortifiés de Vauban, ingénieur de génie de Louis XIV, connu pour avoir réalisé entre autres le fort Griffon de Besançon ou celui de Cussac fort Médoc. Au lieu des anciennes fortifications médiévales, il privilégie l'optimisation de la fortification bastionnée. Les ouvrages défensifs sont enfoncés dans le sol et il adapte les fortifications au terrain. Pour ce fort, en plus des 2 premiers, un 3e niveau va être construit. Et c'est d'ailleurs à ce niveau que l'on trouve la caserne, un bâtiment particulièrement important du fort Liberia. Dans cette caserne, il y avait donc les chambres, la taverne, la boulangerie, l'intendance, mais la pièce qui fait la réputation de cette caserne et même de tout le fort, c'est celle qui se trouve juste en dessous. On y arrive. La prison des dames. Mais bon, cette pièce-là, elle est particulièrement sombre. Normal, c'était une prison, vous allez me dire. Donc pour l'instant, on va pas y aller, mais on ira ce soir, quand il fera nuit, et je vous raconterai son histoire. Et n'oubliez pas de la remercier dans les commentaires, parce que je ne sais pas qui d'autre accepterait d'être enfermé dans un des lieux les plus hantés de France comme ça. Après ce petit repas, on va profiter des dernières lumières pour montrer les parties que je ne vous ai pas montrées, avec ce bâtiment ici qui est magnifique et qui est en fait l'ancienne caserne des officiers, c'est-à-dire là où il y avait simplement les soldats les plus gradés. Et aujourd'hui, il n'en reste de cette caserne plus qu'une chapelle. Que l'on peut observer aujourd'hui, qui a été rénovée il y a très peu de temps. Oh. C'est pas moi qui l'ai activé, hein, ça s'active tout seul quand les gens passent. Je pensais juste que c'était désactivé parce que toutes les lumières sont désactivées. Donc j'étais un peu surpris. Comme on l'a dit, la réputation du fort Liberia, elle se fait grâce et à cause de la fameuse prison qu'on va aller voir juste après, mais aussi de ceci, de son souterrain, puisque c'est l'un des plus longs du monde, si ce n'est le plus long du monde, si je ne dis pas de bêtises. Que demander de plus ? C'est fou. C'est fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce souterrain, il a été construit des années après la création du fort. Pourquoi ? Pour le renforcer. En fait, c'est un accès direct à la ville de Villefranche-de-Conflans. Et ce souterrain, il a mis 3 ans à être construit. Il y avait des centaines d'employés et les travaux sont tellement gigantesques et étaient très dangereux parce que la roche était très friable. Il y a eu 22 morts à l'intérieur de ce tunnel. La nuit arrivant rapidement, il fallait, avant de faire quoi que ce soit d'autre, installer le matériel pour dormir. Quand tout à coup... Mais ça fait quoi? Là, c'est genre comme s'il y a quelqu'un qui avait toussé. Ah non, c'est un oiseau, je pense. C'est des hiboux, là. Possible. Voilà, c'est notre hibou. Mais ça serait fort. Ça peut être les chauves-souris. Bah, les chauves-souris, ça fait pas de bruit. Je sais pas, qu'est-ce que t'as... Je vois pas ce que t'as entendu en fait, j'entends rien moi. Et t'as entendu quoi comme bruit en fait? Refais-le. Je sais pas, je peux pas le faire. Écoute, je sais pas. Ouais, bien ça y est, vous le voyez, je n'ai pas besoin de le dire, il fait nuit noire autour de moi, on voit vraiment plus. Et pourtant, c'est le moment d'aller ensemble voir la dernière pièce du fort.
et de vous raconter son histoire terrible. À ce moment-là, je ne me sens absolument pas stressé. Même si plusieurs personnes travaillant au fort nous ont mis en garde contre certains phénomènes, mon esprit rationnel me pousse plus à être de l'avis de Joël, le fils du propriétaire. Alors moi personnellement, chacun son opinion, chacun son approche, chacun sa sensibilité. Officier de sapeur-pompier que je suis, catalan de base des montagnes, ours des Pyrénées. Moi je suis plutôt cartésien et je n'ai pas trop le mot peur dans mon vocabulaire. Donc quand je vais au fort, j'ai jamais peur. Cela dit qu'il y ait des pierres, elles transportent quelque chose. Alors après, j'ai pas de preuves, mais en tout cas, s'il y a vraiment des esprits, comme je suis gentil, ils doivent l'être avec moi. Les portables sont mis en mode avion. On ne le voit pas, mais je me trouve ici à côté du château. Et nous allons donc nous rendre dans cette pièce. La prison des dames. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que c'est dans cette pièce que s'est terminée une des histoires qui a, on va dire, presque enflammé la France. Puisqu'il y a eu des vraies histoires, un énorme scandale avec, entre autres, empoisonnement, mais aussi messe noire et sacrifice d'enfants. Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est qu'il fait extrêmement froid à l'intérieur. Et pourtant, c'est canicule dehors, donc je peux vous dire qu'à l'intérieur de cette prison, la vie ne devait vraiment pas être agréable. Voici donc, à l'intérieur de la prison, il y a des chauves-souris. Une prison qui a accueilli pendant des années de potentiels criminels dont je vais vous raconter l'histoire. Bonjour. Je m'appelle Quentin. Je pense que nous ne sommes pas les premiers à venir. Je voulais déjà vous dire que voilà, nous ne vous voulons aucun mal. Je suis venu ici pour raconter votre histoire et la vraie, ou en tout cas celle que l'on pense être la vraie. Vous pouvez communiquer avec nous, que ce soit en faisant du bruit, en parlant, ou en vous approchant de l'appareil que j'ai ici. Dans la main, celui-ci. Ce n'est pas dangereux, vous le voyez, je peux le mettre à côté de moi. Et si vous vous approchez de cet appareil, normalement, je pourrais savoir que vous êtes ici. Donc si vous voulez venir raconter votre histoire, nous sommes ici. Je le pose ici. C'est normal, les lumières qui se sont allumées, hein, c'est quand on fait taper. Si vous voulez vous en approcher, il est à vous. L'histoire que je vais vous raconter, et qui est bel et bien réelle, historique, elle se passe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, notamment sous le règne de Louis XIV. Notre histoire, elle commence avec un certain Gaudin de Sainte-Croix. Et ce Gaudin de Sainte-Croix, il va tomber amoureux de la marquise de Brinvilliers. Le problème, c'est que cette marquise est déjà mariée à un autre homme. Et donc Gaudin va terminer en prison. Et pas n'importe où, puisqu'il va terminer à la Bastille. Et c'est dans la prison de la Bastille qu'il va rencontrer un homme dont aujourd'hui encore personne ne connaît le véritable nom, puisqu'il s'agit d'Exili. Et cet homme-là, c'est pas n'importe qui, puisqu'il était considéré à l'époque comme l'un des plus grands alchimistes et notamment des plus grands meurtriers empoisonneurs de son époque. Gaudin, il va se lier d'amitié avec Exili, qui va lui apprendre le secret de certains poisons. Et quand il va sortir de prison, Gaudin va lui aussi apprendre ses connaissances à sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers. Et la marquise va très vite égaler, voire surpasser le maître. Elle va très vite se passionner par les poisons, et même si rien ne prouve cela, il y a de très fortes chances que la marquise se soit entraînée pendant des semaines à l'Hôtel-Dieu sur des patients. Et elle était très satisfaite de voir que les médecins concluaient à des morts naturelles alors qu'elle les empoisonnait. Et bien évidemment, elle notait tout sur des carnets pour s'améliorer à chaque fois. Pourquoi elle faisait cela? Parce qu'elle avait déjà deux objectifs en tête. Déjà, enlever tout obstacle à sa liaison avec Gaudin de Sainte-Croix, et surtout, le deuxième, récupérer tout l'héritage de son père. Et pour cela, il faut se débarrasser
de ses frères et sœurs. Comme je l'ai dit, on n'a aucune certitude qu'elle ait testé ses poisons sur les patients de l'Hôtel Dieu, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que le 10 septembre 1666, eh bien, elle va empoisonner son père. Tout d'abord, mais ce n'est pas tout, elle va aussi empoisonner ses 2 frères et sa sœur, avec seulement 6 mois d'intervalle. Mais malheureusement pour la marquise, eh bien s'entourer de gens mal intentionnés n'était peut-être pas une si bonne idée. Et c'est Gaudin de Sainte-Croix lui-même qui va la prendre en traître pour lui soutirer de l'argent en enfermant dans un coffre eh bien toutes les preuves de sa culpabilité, entre autres des fioles de poison et des lettres dans lesquelles elle s'accuse de meurtre. Et encore une fois, malheureusement pour elle, eh bien Gaudin de Sainte-Croix va mourir et on va retrouver ce coffre. La marquise va donc fuir pendant plus de 4 ans à travers plusieurs pays d'Europe et il va falloir qu'un policier déguisé en prêtre vienne pour pouvoir l'arrêter. On va retrouver alors avec elle des dizaines de lettres dans lesquelles elle s'accuse eh bien de meurtre, de pyromanie, d'avortement, mais aussi d'une enfance dévastée par le viol d'un de ses frères à l'âge de 7 ans. Malheureusement aujourd'hui, on ne peut absolument pas savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais ce que l'on sait de source sûre, c'est qu'elle va d'abord tenter de se suicider, une tentative ratée, puis qu'elle va se faire exécuter publiquement devant des tonnes de gens. D'abord décapitée à l'épée, puis sa tête sera brûlée et ses cendres jetées dans la Seine. Vous allez me dire, cette histoire est passionnante, mais elle n'a rien à voir avec cette prison dans laquelle on se trouve. Eh bien si, puisque cette histoire, elle va déclencher une véritable vague de paranoïa dans toute la France, une paranoïa qui est déjà très présente en France avec notamment les nombreuses chasses sorcières comme celle de Pierre de l'Ancre au Pays Basque. C'est donc 3 ans après que de simples rumeurs vont déboucher sur l'arrestation de 2 personnes. Ces 2 femmes sont en effet accusées d'être des empoisonneuses. Mais là, les choses vont se compliquer pour les enquêteurs puisque les femmes vont accuser des personnes très haut placées dans la cour. Un tribunal spécial est alors créé et Nicolas Lareynie est chargé de l'enquête. Il va fouiller très profondément et il va découvrir de sombres affaires, tout d'abord d'empoisonnement, mais également de messe noire, de fausses monnaies, voire même de sacrifices d'enfants. Au total, il y a eu 442 accusés, plus de 100 jugements et plus de 30 condamnations à mort. Et de très grands noms sont cités, comme la comtesse de Soissons, la comtesse de Roure et surtout Madame de Montespan. Et à ce moment-là, on peut dire que le roi presque panique puisqu'il ne veut absolument pas que cette histoire continue. Lui, son seul but à partir de maintenant, c'est d'étouffer l'affaire. La chambre ardente est fermée et toutes les personnes qui ont accusé de près ou de loin Madame de Montespan vont être envoyées dans des prisons à travers tout le pays. Et 8 de ces personnes vont se retrouver juste ici, derrière moi, dans cette geôle. Les 2 femmes les plus connues qui seront enfermées ici, elles s'appellent La Chapelain et Marguerite Charpentier. Comme vous vous en êtes sûrement douté, les personnes qui ont été enfermées ici n'étaient pas des personnes de la très haute noblesse, c'était seulement probablement des personnes qui ont vu ou entendu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et il fallait absolument étouffer les affaires. Parce que même si à l'époque on a très peur des sorcières, la plupart de la société est passionnée d'ésotérisme. La dernière de ces prisonnières, elle va mourir bien ici même en 1725. Elle s'appelait Denise Loiseau et elle va donc décéder après pas moins de 42 ans de captivité dans des conditions atroces puisque, comme je vous l'ai dit, déjà il fait très froid, il n'y a quasiment pas de lumière, seulement une petite fenêtre située tout au fond. Et surtout, elles n'avaient absolument pas le droit de parler puisqu'elles étaient enfermées ici et il y avait bien ordre du roi que personne ne devait écouter ce qu'elles disaient. On a donc en fait ici un véritable témoignage de l'absolutisme de Louis XIV qui pourrait absolument tout faire pour étouffer une affaire puisque les personnes qui étaient ici, elles ne valaient pas la peine d'être brûlées. Il ne fallait pas que les gens écoutent leurs histoires, il fallait juste qu'elles se taisent à jamais. Et la dernière des choses à savoir, bien évidemment, c'est que leurs corps n'ont pas été enterrés dans un cimetière, mais ils sont enterrés ici, sous le fort, dans une fosse commune. Et probablement que leur reste s'y trouve encore aujourd'hui. Bon, et bien clairement, je ne vais pas passer des heures ici. Donc je vais avant tout vous remercier de votre accueil. Et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit, en espérant que vous ayez trouvé un repos, si jamais cela existe. Allez, c'est l'heure d'aller dormir.
C'est donc avec ce lever de soleil extraordinaire que cette vidéo va se terminer. Je tiens évidemment à vous remercier, à vous chers abonnés, d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, mais également à remercier toute l'équipe du Fort Liberia qui nous a accueillis dans des conditions exceptionnelles sans absolument rien demander en retour. Donc vraiment, si vous passez dans cette région de France, allez visiter le village de Villefranche de Conflans, mais également le Fort Liberia. Ce sont deux lieux de notre patrimoine qui sont exceptionnels, autant historiquement que visuellement. Et d'ailleurs, moi je vais profiter de ces derniers instants de calme avant que les visiteurs ne s'approprient à nouveau le fort. Et je vais observer cette vue exceptionnelle sur le Canigou. Et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures.